Alors bonjour et bienvenue à ce cours de physique, ondes optiques et physique moderne. Aujourd'hui, plus spécifiquement, on va commencer l'étude de la physique moderne. Donc on laisse de côté l'optique physique pour se concentrer sur la nouvelle physique, comme on l'appelait au début du 20e siècle. Donc l'époque de la physique moderne est une époque qui couvre, grosso modo, là, on pourrait dire, d'autour de 1885 à peu près jusqu'à 1930, quoi qu'on peut aller même jusqu'à 1945 si on veut parler de la recherche sur la bombe nucléaire et sur l'énergie nucléaire en soi. Donc c'est une époque relativement près de nous. Ok, on remonte à il y a 100, 100, 120 ans, 150 ans, gros maximum. Ça semble loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. Ok. Ce que vous voyez sur la photo juste ici, c'est une photo qui a été prise suite à la conférence de Solvay de 1927. Ok, pourquoi je montre cette photo-là? Ben, probablement parce que c'est certainement une des images les plus connues de la physique. Euh, c'est quoi les conférences de Solvay? En fait, Solvay était un chimiste belge, un industriel qui avait fait fortune qui avait fait fortune, pardon, en découvrant une nouvelle façon de produire du soda ash. Là. Ok, je sais pas exactement. Là. La chimie, moi personnellement, ça m'intéresse pas tant. Là. Ok. Sans vouloir porter préjudice aux chimistes. Donc, carbonate de sodium. Donc, il avait trouvé une façon de fabriquer du carbonate de sodium à grande échelle de façon industrielle, qui est qui, qui était quelque chose de très utile. Ok, là. Bon, on parle du procédé Solvay ici, là. Ok. Euh, donc, ce gars-là avait fait littéralement fortune dans le domaine de la chimie industrielle. Puis, il avait profité de sa fortune pour mettre sur pied, entre autres, une série de conférences en physique. Donc, quand vous regardez Ernest Solvay, je veux dire, ça, c'est la définition d'un de quelqu'un qui sert de son argent, un vrai philanthrope, là, qui sert d'une fortune qu'il a accumulée pour essentiellement se substituer au rôle de l'État. Mais ça, bon, c'est légèrement éditorial comme commentaire, vous me le pardonnerez. Euh, il a mis sur pied, il a fait tellement d'argent, il a mis sur pied l'Institut des sciences sociales en Belgique, donc c'était un Belge, ok? Euh, il a fondé l'Institut de recherche en physique et en chimie, il a fondé l'école d'économie de Solvay, qui était partie de l'Université libre de Bruxelles. Il a mis sur pied la série des conférences Solvay parce qu'il y avait des intérêts aussi dans d'autres domaines scientifiques que la chimie. Donc, il a mis sur pied une série de conférences où, en fait, c'était des événements où les invités étaient triés sur le volet. Ok. Puis, en 1911, vous voyez ici, par exemple, la première photo de la première conférence de Solvay. Vous remarquerez euh, que c'était pas, ça ressemble pas aux conférences qu'on vit aujourd'hui. Vous remarquerez ici, s'il y en a un que vous reconnaissez, c'est probablement lui ici. C'est Albert Einstein. Ok. Pardon. Donc, vous remarquez, tout le monde est en veston, cravate ou il y en a une coupe comme en- avec des nœuds papillons, là, mais essentiellement, les photos de conférence aujourd'hui ressemblent pas du tout à ça. Ok. Euh, à l'époque, la physique comme la chimie, c'était des. Ben, ça l'est un peu encore, mais pas différemment, je dirais. Tu sais, c'est sérieux. Euh, puis les gens qui se présentaient là, dans les conférences Solvay, étaient vraiment des personnes qui étaient triées sur le volet. C'était Solvay lui-même qui invitait les gens. Ça se déroulait dans des endroits qui étaient assez luxueux aussi. Donc, ça a toujours été le fun d'aller dans des conférences. Je vous dirais que ça, c'est une partie qui me manque de mes études supérieures. Là, quand on allait dans des conférences, qu'on était accueillis dans des hôtels, qu'on puis qu'on rencontrait du monde de partout, qu'on jasait, qu'on échangeait. C'est des événements dont je m'ennuie quand même, là, je vous dirais. Euh, donc, pourquoi cette conférence de Solvay en 1927 est aussi importante que ça? Vous remarquerez le line-up en bon français. C'est le who's who de qui est important en physique. Ok. Donc, vous avez
probablement les deux plus grands physiciens de l'époque, là, ben, évidemment Albert Einstein, mais aussi Niels Bohr, qui est probablement euh, aussi important, bien qu'on le connaisse moins. Là. Niels Bohr a joué un rôle absolument crucial dans le développement de la physique. Euh, Puis son influence s'est prolongée au-delà de 1927, évidemment. Là, ok? On parle ici des gens qui ont, en tout cas, une bonne partie des gens qui ont mis sur pied, entre autres, le programme nucléaire américain par la suite. C'est essentiellement tous des Européens, premièrement. Là, ok? Il y a il y a quelques Allemands, il y a quand même une couple d'Allemands là-dedans. Il faut se souvenir que l'Allemagne était quand même la plus grande, et encore à ce jour, la plus grande puissance économique d'Europe, ont toujours eu une grande influence dans la science. Euh, En 1927, on est entre les deux guerres mondiales. Ça joue aussi un rôle. On va y revenir plus en détail, mais il y a la montée de l'antisémitisme en Europe. En général, vous allez voir, cette partie du cours-là, oui, c'est de la physique, mais je trouve que c'est important. S'il y a une période de l'histoire où on peut ancrer le développement de la physique dans l'histoire plus large, je trouve que c'est une époque absolument cruciale parce que il se passe beaucoup de choses à cette époque-là. Évidemment, on a tout de suite ce qui nous vient à l'esprit, les deux grandes guerres, là, la Grande Guerre de 14-18, puis la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Les physiciens ont eu un rôle crucial à jouer. Souvent, ce qu'on va dire, c'est la Première Guerre mondiale a été l'histoire, l'affaire des chimistes, une guerre de chimistes. C'était beaucoup de développement sur les gaz. Donc, vous aviez des attaques chimiques qui ont été développées pendant la Première Guerre mondiale. Le chlore, le gaz moutarde, ainsi de suite. Il y en a une série. Donc, c'était un peu la guerre des chimistes. La Deuxième Guerre mondiale, c'est davantage la guerre des physiciens. Ok? Donc, c'est l'histoire du radar, c'est l'histoire évidemment de la bombe atomique, la propulsion nucléaire. Donc, euh, c'est pour ça que le contexte de la physique à cette époque-là s'intègre directement dans les développements sociaux de l'époque. Entre autres, on ne peut pas passer à côté de la montée de l'antisémitisme, évidemment, qui a joué un très grand rôle. On va y revenir à tout ça. Ok? D'ailleurs, il y a beaucoup de ces physiciens-là même s'ils étaient allemands ou hongrois, qui ont quitté leur pays pour s'établir aux États-Unis ou en Angleterre, ou au Danemark dans le cas de Niels Bohr, ben, qui était danois d'ailleurs, là, excusez, mais qui ont voulu fuir la guerre et aider les Américains et les Anglais à combattre l'antisémitisme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon, on parle, vous remarquez sur la photo, vous remarquez la présence d'une femme, mais une seule. Ok? Donc ça, c'est 16 ans après la première conférence que je vous ai montrée. Vous avez Marie Curie qui est ici. Ok? Euh, qui est ici, oui, évidemment. Ok? C'est la seule femme sur la photo. On va parler évidemment de Marie Curie, entre autres, parce que c'est la seule, ben, je dirais la seule femme, mais non seulement la seule femme, mais la seule personne à s'être mérité un prix Nobel en chimie et un prix Nobel en physique. Ok? Euh, Évidemment, c'était la première femme, point, à se mériter un prix Nobel en physique, puis pendant longtemps, c'était la seule. Depuis quelques années, il y en a eu quelques-unes quand même, là, on pourrait y revenir, mais ça reste encore assez rare. Une des raisons qui explique ça, c'est probablement l'attitude de Boys Club, la mentalité de Boys Club des physiciens de l'époque. Ok? Ils ont été asseoir Marie Curie à côté de Max Planck, ici que vous voyez, juste à côté d'elle. Max Planck avait la réputation d'être le genre de professeur pour qui la présence des femmes dans des cours de physique était malvenue. Ok? Autrement dit, Max Planck voulait rien savoir qu'il y ait des femmes qui assistent à ses cours de physique. Euh, pour lui, la physique, c'est une affaire d'homme, puis ça resterait une affaire d'homme si c'était juste de lui. Évidemment, c'est pas le cas, particulièrement pas aujourd'hui. Euh, mais à cette époque-là, ça l'était. Euh, ils sont d'ailleurs donné la peine. Je pense pas que ce soit une coïncidence qu'il ait été asseoir Marie Curie à côté de lui. C'était peut-être une petite pointe, là. On sent qu'il n'a pas l'air particulièrement heureux sur la photo. Quoique, ils ont pas mal l'air tout stock-up, là. Ils ont plus l'air d'être à un enterrement que d'être dans un gros party. On s'entend, là, ok? Mais c'est peut-être, en général, je dirais, c'est peut-être des noms qui vous rappellent quelque chose ou pas, dépendant de votre niveau de culture en physique, là. Euh, sur cette photo-là, vous avez 29 participants, une femme, mais surtout 19 prix Nobel. Donc ça, je vous laisse ça, je vous laisse
réfléchir à ça 2 secondes, ok? Je me souviens, c'est impossible aujourd'hui, c'est impensable d'avoir 19 prix Nobel de physique dans la même conférence. C'est impensable. Euh, Pour plusieurs raisons. Une des raisons étant qu'aujourd'hui, la recherche est tellement segmentée. euh, on n'est plus à l'époque des grandes révolutions comme la révolution de la physique moderne. Ok? Euh, Quand je dis grande révolution, on va revenir à quel point ça a été chamboulé de bout en bout la physique à cette époque-là. Ok? Euh, Aujourd'hui, les chercheurs en physique qui se méritent des prix Nobel travaillent dans différentes branches, là. Puis c'est souvent pour des découvertes qui sont très significatives, mais qui sont dans des domaines séparés les uns des autres. Ok? Donc, on peut être autant en physique des particules qu'en astronomie, qu'en physique des matériaux, tu sais, il y a des branches de physique, il y en a énormément. Donc, aujourd'hui, les prix Nobel vont être répartis dans ces différentes branches-là, puis jamais ils vont se retrouver dans la même conférence parce que leurs intérêts coïncident pas, tout simplement. Aujourd'hui, quand vous organisez une conférence puis que vous avez un prix Nobel présent, généralement, ça va être la personne qui va faire qui va être un invité d'honneur, qui va avoir une présentation en tout début ou qui va, qui va closer le spectacle, là. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle unique à jouer dans une conférence souvent. Ok? À cette époque-là, vous aviez dans la même salle, parmi les participants, parmi les 29 participants qui ont été triés sur le volet, vous aviez 19 personnes qui sont méritées au moins un prix Nobel. Donc, moi, ce que j'essaie d'imaginer, c'est à quel point les discussions autour de la table, quand venait le temps de souper, ok, évidemment, on s'entend, les physiciens, autant à cette époque-là qu'aujourd'hui, tu sais, c'est pas. Souvent, c'est des gens qui touchent beaucoup à la philosophie. Tu sais, on se pose des questions profondes sur pourquoi l'univers existe, tu sais, à la limite. Tu sais, c'est le genre de questions qu'on se pose pas quotidiennement parce que je sais pas pourquoi en fait. Moi personnellement, ça m'a toujours fasciné. Mais je comprends que tu sais, c'est le genre de questions aussi pour lesquelles on n'a pas nécessairement de réponse simple, surtout pas simple. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de personnes vont se tourner vers la religion. Puis la physique, c'est pas quelque chose qui va essayer de se substituer à la religion, mais c'est quelque chose qui va essayer quand même de répondre à des questions pour faire avancer nos connaissances, puis pour essayer de comprendre un peu mieux. Euh, la plupart de ces physiciens-là, sinon tous, ont souvent écrit des livres sur euh, plus de philosophie, je dirais, sur leur vision du monde, comment leur découverte s'inscrivait dans leur vision du monde. Puis on parle, ça peut être à plein de niveaux. On peut parler du déterminisme, on peut parler de plein de sujets comme ça, qui sont souvent des sujets qu'on va étudier en philo en tant que tel, mais qui sont assez appliqués quand vient le temps de parler de physique. Donc, d'avoir des personnes comme ça, assis autour d'une table après avoir pris le souper, t'es en train de boire un petit verre de Porto puis jaser de philo, ça devait être incroyable le niveau des discussions. Euh, pour la petite histoire, Bohr aurait été voir Einstein pendant justement un souper comme ça, puis Einstein, c'était bon, ça, la conférence de Solvay, c'est là qu'on a mis sur pied particulièrement les bases de la mécanique quantique. Ok, là, donc, on s'est entendu sur un ensemble de règles pour un peu, je ne veux pas dire canner, là, mais on s'est entendu sur un ensemble de règles pour décrire la physique quantique. Puis Einstein était pas un gros fan de ça, entre autres parce que selon Einstein, ça revenait à dire qu'on établissait un trop grand rôle au hasard en termes de probabilité. Puis les probabilités sont au cœur de la mécanique quantique. Puis Einstein a toujours eu un problème avec ça. Puis une des expressions qu'il aurait eu, c'était que Dieu joue pas au dé. T'sais. Donc, c'est pas parce qu'on est physicien qu'on peut pas être croyant, par exemple. Ok? Je sais pas, je pense pas qu'Einstein était nécessairement un fervent croyant, nécessairement, là, mais quand même, il y a toujours cette notion-là de. Einstein, moi je me souviens aussi, c'est quoi la définition de l'énergie d'Albert Einstein? La définition de l'énergie, si vous regardez, il y a une petite plaquette sur la relativité, puis à la fin, dans le glossaire, c'est écrit, ou le lexique, c'est écrit énergie, deux points, effet d'une cause qui nous échappe totalement. Tu sais, quand on y pense 2 secondes, l'effet d'une cause qui nous échappe totalement. Donc, l'énergie, on sait que c'est là. Donc, pour Einstein, si c'est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça soit là.
C'est donc l'effet d'une cause. Quelle est cette cause? Elle n'a aucune idée. OK? Donc, c'est là que la limite entre la physique puis la métaphysique ou la croyance ou la religion même, là, on en arrive là. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a tu sais, en physique, on ne croit en rien. OK? Donc, tu sais, moi, je crois pas en la relativité. Je me, j'observe que la relativité, c'est la théorie scientifique qui explique le mieux les observations qu'on fait en supposant le moins d'hypothèses. Donc pour moi, c'est une bonne, très 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 bonne théorie scientifique. OK. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire que ça ne sera jamais contredit? Non. OK. N'importe qui peut, en théorie, proposer une expérience qui peut prendre en défaut la relativité d'Einstein. Contrairement à la religion. La religion est fondamentalement une histoire de croyance. On ne vous demande pas de comprendre l'existence de Dieu, on vous demande de croire en l'existence de Dieu. Donc, à partir du moment où on vous demande de croire en quelque chose qu'on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas, ok, on ne peut pas démolir l'hypothèse, ben, c'est pas de la science. Ok. Moi, je vous dis, ça marche de telle façon, mais il n'y a aucune façon de prouver que j'ai tort. Ben, bravo. Ok. Si ça, vous appelez ça de la science, ben, on va commencer par s'entendre sur le vocabulaire. Ce n'est pas de la science. La science, c'est toujours quelque chose, pas qui est fausse, mais qui peut être montré comme étant fausse. Tu sais, la théorie de la gravitation de Newton, Newton nous dit que tous les objets en chute libre ont la même accélération. Ben, en théorie, on peut essayer avec tous les objets qu'on est capable de trouver. Puis en théorie, ça se pourrait qu'il y ait un objet qui n'ait pas la même accélération que les autres. Le jour où on va trouver ce cas-là, on va avoir trouvé un contre-exemple à une loi, à la loi de la gravitation, et on va devoir produire une théorie meilleure. C'est comme ça que la science avance, puis c'est juste ça qui la distingue beaucoup, en fait. C'est ça qui la distingue des croyances, de la religion en général. Donc, bref, pour revenir à ce qu'on disait, excusez les. euh, Einstein prétend autour du souper que Dieu joue pas au dé. Niels Bohr, lui, qui est pas impressionné, qui va voir Einstein, puis qui lui dit ben excuse, mais t'es qui toi pour dire à Dieu ce qu'il devrait ou pas penser ou ce qu'il devrait ou pas faire, t'sais? Donc, le cadre des discussions dépassait largement celui de la mécanique quantique, qui était le sujet hot de l'époque en 1927. Donc, c'est juste une courte introduction, là. On pourra en jaser longtemps, puis on va développer plusieurs de ces sujets-là. On va parler de mécanique quantique plus en détail, on va parler de relativité, évidemment, plus en détail dans les prochaines semaines. Parce que c'était vraiment une époque faste pour la physique. Donc, il faut se remettre dans le contexte. En 1900, en 1900, autour de 1900, Marcelin Berthelot va prôner la fin de la science, essentiellement. Ok. Pour lui, le monde n'a plus de mystère. Pourquoi, un, c'est qui? Deux, pourquoi il disait ça? Ben, Marcelin Berthelot était un chimiste, ok, qui travaillait sur essentiellement la chimie organique. Donc, il y avait deux types de chimie avant Berthelot. Vous aviez la chimie inorganique, la chimie des solutions, là, celle qui était facilement explicable par des lois assez simples. Puis il y avait tout le domaine de la chimie organique qui semblait marcher sous un autre set de règles complètement. Donc souvent la chimie organique, c'est la chimie du vivant. Puis il y avait beaucoup de scientifiques qui considéraient que c'était deux domaines de science. Donc la chimie des solutions était explicable par la science conventionnelle, pouvait être réduite à de la physique appliquée, tandis que la chimie organique ne pouvait pas l'être. Ok. Marcelin Berthelot a montré que dans le fond, la chimie organique, c'était pas différent de la chimie conventionnelle, que c'était en théorie, ça pouvait être réduit à de la physique. Donc c'est ce qu'on appelle du réductionnisme. Là, ok. Donc vous avez la physique, certains diraient que la physique est juste une application des mathématiques, mais pour moi, les mathématiques, c'est même pas une science de toute façon. Pour moi, les mathématiques, c'est juste un langage, comme le français peut l'être. Tu sais. On utilise le français pour faire de la philo, ben on utilise les maths pour faire de la physique. Là. Donc, tu sais, pour moi, est-ce que les maths sont une science? Probablement qu'il y a des profs de maths qui viendront m'insulter sur mon vidéo YouTube, là, mais je ne considère pas vraiment que les maths, c'est une science au même type. Ok. Les maths, c'est un langage qui permet de faire de la physique pour moi, là, mais ça, c'est sûr, je suis un physicien. T'sais. Donc,
vous avez la chimie qui peut être réduite à une application de la physique. Donc, la chimie, certains diraient que la chimie, c'est une application de la physique aux électrons de valence. C'est de la physique des électrons de valence, là. Ok? Donc, comment les atomes se combinent, comment les atomes interagissent. Et il n'y a personne qui prétend que la chimie, c'est quelque chose qui ne s'explique pas par la physique. T'sais. De la même façon, la biologie peut être réduite à la chimie. T'sais. Donc, dans le fond, la biologie, c'est juste un sous-ensemble de la chimie. Il n'y a personne qui prétend que ce qui se produit au niveau biologique est inexplicable chimiquement. Ok? Donc, c'est juste d'aller dans des règles de plus en plus spécifiques qui s'adressent à des cas de plus en plus spécifiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont réduire de cette façon-là la biologie à la chimie, puis la chimie à la physique. Ben, avant Berthelot, c'était pas ça. Ok? Avant Berthelot, vous aviez la chimie organique qui était dans un monde à part, qui était inexplicable. À partir du moment où Berthelot a réussi à montrer que la chimie organique était juste un sous-ensemble de la chimie conventionnelle, puis qu'on n'avait pas besoin de faire appel à des notions euh, de vitalité, puis de force mystérieuse, puis de ci, puis de ça. Quand il a réduit la chimie organique à de la chimie conventionnelle, ben, pour lui, il venait d'évacuer les dernières ondes grises qui restaient. À partir de ce moment-là, dans la tête de Marcelin Berthelot, comme dans la tête de beaucoup de chercheurs, autant en physique qu'en chimie, ben, tout ce qui restait à faire en science, c'était de mesurer les constantes fondamentales avec plus de précision. Donc, pour lui, le monde n'a plus de mystère. On a fait le tour de la science, puis il n'y a plus rien qui reste à découvrir. Ok? Et M. Berthelot, à quel point il pouvait être dans le champ. Ok, là? Donc, évidemment, aujourd'hui, avec le recul, c'est facile de distinguer la physique classique de la physique moderne. Aujourd'hui, on comprend bien ce que décrivait la physique classique. Ok? Donc, la physique classique ne décrit correctement que le monde macroscopique qui se déplace à basse vitesse relative dans un champ gravitationnel peu intense. Ok? Donc ça, c'est le domaine de la physique classique. C'est la physique newtonienne dans toute sa définition. Ok? Newton, à son époque, on pensait que Newton expliquait tout. Ok? Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas les limites de la physique de Newton. Aujourd'hui, on comprend. On comprend que quand on va regarder le comportement de l'infiniment petit, ben, on ne peut pas utiliser la physique classique pour décrire comment se comporte l'infiniment petit. On parle des électrons, des protons, des particules individuelles. Pour ça, on a eu besoin de développer toute la physique quantique, donc qui est la physique qui décrit le comportement des objets infiniment petits par opposition à la physique du monde macroscopique. Puis, euh, pour ce qui est de la vitesse, de la basse vitesse puis des champs gravitationnels, ben ça, il a fallu mettre sur pied toute la relativité. Ok? Donc, dans la relativité, il y a deux aspects en soi. Vous avez tout ce qui concerne les grandes vitesses relatives, donc pour des objets qui se déplacent à des vitesses de plus en plus grandes relativement à la vitesse de la lumière. Euh, ben là, on remarque que la physique de Newton a ses limites assez rapidement. Bon, ok, quand vous avez des objets qui se déplacent à peu près à 10% de la vitesse de la lumière, là, ça commence à être vraiment mesurable. Là. Mais pour vous donner une idée de haute vitesse, là, les satellites GPS qui sont en orbite autour de la Terre se déplacent à quelques kilomètres par seconde. Là. Je pourrais pas vous dire exactement là, de mémoire. Là, attendez une seconde. Si vous regardez ça, c'est merveilleux ce qu'on trouve sur Internet à cette heure. Ok, donc, mettons un satellite GPS conventionnel, aléatoire. Ok, marqué. Là. Ça appartient à qui les satellites GPS? Ça appartient à l'armée américaine, mais ça c'est une autre chose. Donc la vitesse. Attendez une seconde. Oh, j'ai oublié. On va en tracker un au hasard. Donc il est où celui-là? Il est ici. Ok. Il se déplace à quelle vitesse? 4 km par seconde environ. Ok. Il est à 20 000 km d'altitude, donc 20 000 km au-dessus de la surface de la Terre. 4 km par seconde, ça peut sembler, bon, soit faible si on parle de. Excusez, là, c'est mes autres. Donc 4 km par seconde, ça peut sembler faible comparé à la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Mais 4 km par seconde, ça revient quand même à 12 000 km/h. Donc c'est quand même assez vite pour nous. Ok.
Ouais, à peu près là. Ordre de grandeur, c'est pas important exactement. Mais bref, si on néglige les corrections dues à la relativité, même pour un objet qui se déplace aussi lentement que 4 km par seconde, le signal GPS serait plus fiable après quelques minutes, quelques heures. Donc, la constellation GPS est construite sur la relativité d'Einstein. Ok? Pas de relativité, pas de GPS. Ok? Donc, ça, c'est pour ce qui se passe pour les objets se déplaçant en vitesse. Qu'est-ce qui se passe quand on a des champs gravitationnels très intenses aussi? Ça, on va y revenir plus tard aussi. Là, on va en parler relativement brièvement de la relativité générale. Donc, pour les objets qui se déplacent rapidement, on parle de relativité restreinte ici. Ok? Donc, la relativité restreinte, c'est celle qui se limite à des... où on ne parle pas de gravité ici. Ok? Euh, pour la relativité générale, on va parler du champ gravitationnel très intense. Qu'est-ce qui se passe quand on est soumis à un grand champ gravitationnel? Là, on a des effets de relativité générale qui vont apparaître. Ok? Donc, ça aussi, c'est tout ce qui n'était pas compris à l'époque de Berthelot. Ok? Donc, il faut se remettre avant 1900, euh, on pensait qu'on comprenait tout. Ok? Mais assez rapidement, on a réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de la physique qui nous échappaient. Ok? On va parler dans les sujets qu'on va aborder ensemble. Euh, Historiquement, c'est l'étude du rayonnement du corps noir qui a été là, les premiers indices comme quoi il y avait des problèmes avec la physique classique. Ok. Euh, mais c'est pas nécessairement ça qui a amené la solution euh, au problème, qui a révolutionné notre compréhension de la lumière surtout. Ok. Donc, à l'époque, il faut se remettre, là, on était dans le modèle ondulatoire de la lumière. On vient de passer à travers la physique optique, ok, l'optique physique, pardon, je devrais plutôt dire, où là, on décrit la lumière comme étant composée d'ondes. C'est rendu le consensus scientifique à la fin, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près. Ok. Tout le monde est convaincu que la lumière, c'est des ondes, et purement des ondes. Ok. Ben, on découvre, en fait, le phénomène du corps noir a été découvert, ça fait longtemps, mais on commence à faire des observations qui, là, vraiment, euh, correspondent pas. On essaie de faire coller les observations du corps noir avec les prédictions de la physique classique, et là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, des gros indices comme quoi on a des problèmes avec ça. Ok. Euh, L'autre gros morceau, c'est l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, celui-là, on va en parler plus en détail parce qu'au niveau historique, il était très important. Ok. C'est l'expérience probablement la moins spectaculaire au monde. Là. Je vais vous en montrer tantôt. Je vais vous en montrer plus tard à quoi ça ressemble. Mais vraiment, c'est pas spectaculaire pour deux scènes comme expérience. Sauf que au niveau de l'importance que ça a eu pour le développement de la physique, c'est là que c'était crucial. Einstein a mérité un prix Nobel pour ses travaux sur l'effet photoélectrique, pas pour ses travaux sur la relativité. Ok. Mais pourtant, personne, ou presque personne, n'a entendu parler de l'effet photoélectrique. Donc, au niveau de la- du développement de la physique moderne, c'était quelque chose qui a eu une importance absolument fondamentale. Euh, il y a eu évidemment la relativité aussi qui s'est développée en parallèle. Puis, il y avait encore beaucoup de résistance aux prédictions de la mécanique quantique ou à la description de la mécanique quantique, que la mécanique quantique faisait de la nature ou de la lumière en particulier. Puis il y avait encore pas mal de physiciens qui n'étaient pas convaincus, en fait, par la mécanique quantique pour différentes raisons. Ça a pris Compton, l'effet Compton, là, donc euh, Compton qui était un physicien qui travaillait essentiellement aux États-Unis, qui lui a réalisé une expérience qui était, on pourrait dire, le dernier clou dans le cercueil des résistants. Ok. Donc Compton, en une expérience, a montré là, que la mécanique quantique était valable, puis que la relativité était valable. Donc, dans une seule expérience, il a réussi à combiner les prédictions les plus weird
faite par la mécanique quantique puis par la relativité, puis à finir de convaincre tout le monde que c'était les bonnes théories scientifiques. C'est une expérience qui est absolument fondamentale euh, aussi en physique pour le rôle qu'elle a eu de convaincre les derniers fans du modèle ondulatoire de la lumière, de la physique classique, qui étaient dans leur dernier retranchement, puis qui essayaient de trouver des solutions de plus en plus weird pour expliquer les observations. Euh, Ça aussi, on va en discuter. C'est important aussi de réaliser là, que, mettons, il y a une centaine d'années à peine, on ne comprenait pas comment étaient structurés les atomes. Ok, ça, c'est quelque chose, moi, encore aujourd'hui, je trouve ça fascinant. Ça fait pas 100 ans qu'on sait comment sont constitués les atomes. T'sais, ça peut sembler évident pour nous aujourd'hui. Ben oui, on a un noyau, des protons, des neutrons, puis on a des électrons qui tournent autour, là, qui est dans notre vision classique. Ben, ça fait même pas 100 ans qu'on a découvert ça. Ok? À l'époque, vous avez des très grands physiciens qui travaillaient sur le corps noir, qui travaillaient sur la mécanique statistique, sur des affaires vraiment weird, puis qui ne croyaient pas que les atomes existaient. OK? Puis encore en 1900, là, tu sais. Puis pas des deux de pique, là, genre Boltzmann, puis des physiciens de premier plan, là, qui ne croyaient pas, entre guillemets, à l'existence des atomes. OK? Pourquoi il n'y en avait jamais vu? Ce qui est une bonne raison en soi. Est-ce que vous avez déjà vu un atome? Euh, à la limite, vous avez peut-être vu une photo d'un atome, mais est-ce que vous avez vu un atome? Personne ici a vu un atome. OK? Pourquoi les gens pensent que les atomes existent? Ben, c'est parce que c'est le meilleur modèle qui explique le plus simplement les observations qu'on fait. Si les atomes n'existaient pas, la chimie, là, OK, là, expliquez-moi la stoichiométrie sans atomes, là, puis on y reviendra. OK? Euh, le dernier aspect qu'on va étudier, c'est tout ce qui touche la physique nucléaire. Donc, on va parler de désintégration nucléaire, qu'elle soit spontanée, comme dans le cas de juste la radioactivité euh, ambiante, naturelle, ou qu'elle soit forcée soit de façon contrôlée comme dans un réacteur nucléaire, ou qu'elle soit forcée de façon incontrôlée comme dans une bombe atomique. Donc ça aussi, ça va être un sujet de- d'étude qui va venir vers la fin de la section sur la physique moderne. Cette partie-là, là, on va parler des impacts environnementaux de la production d'énergie euh, par le nucléaire, dans le fond, des centrales nucléaires. On va parler de la bombe, on va parler d'un paquet d'enjeux qui sont encore contemporains, même qui prennent l'importance avec la nouvelle course à l'armement qui s'installe entre les Américains puis les Russes, puis les Chinois même jusqu'à un certain point. Euh, c'est aussi un aspect qui est important, puis on va passer un peu de temps là-dessus. Donc, vous voyez, ça fait quoi? Une demi-heure que je parle à peu près. On a fait quoi? Une introduction uniquement sur les prochains sujets d'étude. OK? Donc, on va arrêter là. Premier sujet qu'on va étudier, c'est l'effet photoélectrique. Comme je vous disais, c'est pas celui qui est apparu en premier historiquement dans l'étude de la physique moderne, mais pour nous, c'est celui qui va apporter la solution. Donc, c'est lui qu'on va étudier en premier. Donc, j'espère que vous allez vous amuser dans cette partie-là du cours. Parce que pour moi, c'est une partie que j'aime enseigner beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de physique. Il y a beaucoup de physique, super intéressante, mais il y a aussi beaucoup d'histoire dans cette partie du cours-là. Puis je trouve que c'est important de rester, de garder à l'esprit que la physique, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qui a toujours été là, qui a jamais changé, qui date des Grecs. Ok? La physique, c'est un domaine qui est en constante évolution, pour lesquels il y a des phases de bouillonnement complètement incomparables. Là. La phase de la physique moderne, là, je veux dire la création de la physique moderne, c'est une phase sans précédent, qui s'est jamais revue non plus par la suite. Là, à quel point toute notre compréhension de la physique a été révolutionnée dans une période de temps aussi courte, ça serait probablement, ça se verra probablement plus jamais. Là, ok? En même temps, qui suis-je pour prédire l'avenir? Donc, on se revoit dans le cours sur l'effet photoélectrique.